Bonjour à toutes et à tous. Pendant cette période de suspension des cours, je vais donc, comme je le fais pour le séminaire de linguistique théorique, vous proposer un enseignement sous ce format vidéo en utilisant des diaporamas du même genre que ceux que j'utilise d'habitude, mais cette fois-ci en enregistrant ma voix pour commenter le diaporama comme si nous étions en cours. Alors bien sûr, ce sera un enregistrement imparfait, avec des blancs, des petites erreurs qui seront rectifiées après, mais l'essentiel est que je puisse tout de même poursuivre cet enseignement jusqu'à ce que nous puissions éventuellement reprendre les cours avant la fin de l'année, ce qui est peu probable, mais que l'on peut espérer tout de même. Avant de commencer le cours, je voudrais également vous rappeler que vous pouvez bien entendu m'écrire à mon adresse Gmail qui est affichée pour me poser des questions au sujet des travaux que vous devez rendre à la fin du semestre pour vos évaluations. Si vous avez des doutes sur certains points ou sur l'orientation de votre travail par rapport au travail que vous avez fait au premier semestre. Donc n'hésitez pas à m'écrire je préfère cela plutôt que vous finissiez en ayant des doutes et en produisant finalement un travail de moins bonne qualité. Voilà, nous allons donc poursuivre le cours commencé la semaine dernière sur les métaphores conceptuelles. Et donc, de cette façon, poursuivre notre examen des concepts fondamentaux des linguistiques cognitives. Nous avons travaillé précédemment sur la catégorisation, les prototypes, la polysémie, et donc maintenant nous travaillons sur la métaphore. Comme je le disais déjà lors du cours de la semaine précédente, le livre qui nous servira de guide pour cette étude des métaphores, c'est un livre publié en 1980 par Lakoff et Johnson, donc il y a maintenant 40 ans. Metaphors We Live By, qui a été traduit sous le titre Les métaphores dans la vie quotidienne en 1986 aux éditions de Minuit. Alors, c'est évidemment le livre qui a introduit cette notion de métaphores conceptuelles sur lesquelles on va travailler, et je pense qu'il s'agit tout de même d'un des apports intéressants des linguistiques cognitives, en tout cas qui est vraiment propre à l'approche développée par les linguistiques cognitives. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire, nous commenterons un certain nombre d'extraits de ce livre, puisque, vous le savez, je pense qu'il est utile parfois d'examiner les textes des linguistes d'une manière un peu précise, plutôt que simplement expliquer les concepts d'une manière simplifiée. Je trouve que la profondeur et la richesse des concepts apparaît beaucoup mieux, évidemment, lorsqu'on les analyse dans leur texte d'origine. Je ne vais pas relancer ici donc la vidéo de George Lakoff. Vous la trouverez à partir d'un lien sur le cours de la semaine précédente. Donc il s'agit d'une vidéo dans laquelle Lakoff raconte comment lui est venue l'idée des métaphores conceptuelles à l'occasion d'un cours en 1978 à Berkeley, un cours en tout petit groupe et un cours dans lequel une étudiante vient en disant j'ai un problème de métaphore,
mon petit copain, mon boyfriend, me dit que notre relation est dans une impasse. Et donc, dans cet extrait tout à fait intéressant, hein, que Lakoff prétend qu'il s'agit d'une histoire vraie, mais bon, on peut le croire, peu importe, même si la chose est un peu arrangée et un peu fictionnalisée, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est extrêmement intéressant de suivre cette explication de Lakoff pour comprendre, disons, l'idée générale et l'idée directrice de la notion de métaphore conceptuelle. Je vous suggère donc de visionner cette vidéo de Lakoff avant d'écouter, de lire ce commentaire sur la notion de métaphore conceptuelle. Donc la chose se passe en 1978 et cette étudiante demande au groupe une aide pour comprendre cette phrase « Notre relation est dans une impasse » qui lui est dite par son petit ami. Elle a du mal à comprendre, dit-elle, selon le récit de Lakoff, elle a du mal à comprendre exactement ce que signifie cette métaphore. Alors, dans la vidéo, vous voyez que Lakoff fait un geste pour montrer ce qu'est l'impasse, donc il fait un geste avec un mouvement d'un de ses bras qui est bloqué dans la main, dans l'autre main. Voilà, la notion d'une impasse, l'idée c'est que dire une relation, la relation est dans une impasse, c'est voir la relation dans un mouvement qui est bloqué par dead end, hein, par l'impasse. Un mouvement qui est bloqué. C'est comme cela que cette phrase peut être comprise. Donc on a cette idée, si la relation est un mouvement et qu'elle arrive, qu'elle est bloquée, qu'elle arrive dans une impasse, que le mouvement donc arrive dans une impasse, et donc que la relation, autrement dit, ne peut pas évoluer, hein, on a donc l'idée que la relation, qui est ici en l'occurrence une relation amoureuse, est un voyage, un déplacement, donc love is a journey, c'est ainsi que les choses sont formulées. Donc l'amour est un voyage, un déplacement, un trajet, un parcours. Il est vu comme un voyage, un déplacement ou un parcours. Et Lakoff donne un certain nombre d'exemples qui peuvent être plus ou moins aisément traduits en français. Alors, un certain nombre d'exemples dans lesquels on retrouve cette idée d'un amour comme un trajet, d'une relation amoureuse comme un voyage. Hein. La traduction française de Love is a Journey, c'est, je crois, l'amour est un voyage, dans la version française. Pardon. Donc, une série d'expressions comme It's been a long bumpy road, qui peut être traduite assez facilement en français, la route a été longue et cahoteuse. Donc cette route-là est évidemment une route qui métaphorise une relation qui a été longue et cahoteuse, mais la relation est vue comme une route longue et cahoteuse. We're going in different directions, nous allons dans des directions différentes. Là aussi, on a l'image de chemins qui se séparent, et ces chemins qui se séparent, ces routes qui se séparent, sont aussi bien des trajets de vie que des routes sur lesquelles on pourrait rouler en voiture. Nous sommes à la croisée des chemins, we're at a crossroads. Là aussi, la traduction est assez facile et c'est le même type de métaphore. Alors ensuite, on a des exemples dans lesquels nous avons des expressions figées en anglais qui sont donc beaucoup plus difficiles à traduire littéralement en français.
The marriage is on the rocks, donc le mariage est en péril, ça pourrait être une traduction, et on the rocks, littéralement sur les rochers, c'est-à-dire comme un bateau qui échoue sur des rochers. Donc là, on a encore une fois un déplacement, mais cette fois-ci avec un bateau qui est arrêté par des rochers. Notre relation est en panne. Bon, ici c'est la traduction de off the track, donc en panne ou à dérailler et hors de la piste, off the track. Donc on a encore une fois cette idée d'une route, d'un chemin sur lequel on se déplace, et tout d'un coup ce chemin connaît donc des variations. On peut sortir des rails, on peut être dans une croisée, il peut y avoir des directions différentes. Bon, l'exemple suivant, We're spinning our wheels, qui est traduit ici par nous tournons en rond, c'est l'image de roues d'une voiture qui patine, donc par exemple une voiture qui est sur du sable ou dans de la boue, et le moteur, on fait tourner le moteur, mais la voiture n'avance pas et les roues tournent dans le vide. Hein. C'est ça l'idée. Donc, on reviendra tout à l'heure sur cet exemple. Et puis le dernier, we may have to bail out of this relationship. Donc nous devrons peut-être sortir de cette relation, mais bail out ici signifie sauter en parachute. Donc là, bon, on a un peu plus de mal à traduire en français, mais encore une fois, on a ici un déplacement avec une interruption, en l'occurrence ici par un saut en parachute. Bon. Alors, un point intéressant dans le propos de Lakoff, c'est qu'il dit la chose suivante, après avoir examiné toutes sortes d'expressions dans lesquelles on voit l'amour comme un voyage, ou une relation comme un déplacement, etc. Il pose la question, est-ce qu'il y a une généralisation là derrière ? Et ça, c'est vraiment la question du linguiste. C'est un point de vue théorique, là, sur des questions de langage, qui est caractéristique du regard linguistique sur les langues. Suffit pas, enfin, le linguiste, bien sûr, il entend, il a un sentiment linguistique qui lui permet de remarquer des choses. Tiens, c'est intéressant ça, notre relation est dans une impasse. Comme si donc on voyait cette relation comme un déplacement bloqué à un moment donné. Est-ce qu'il y a d'autres cas où on voit une relation comme un déplacement? Ah oui, la route est longue et cahoteuse, nous allons dans des directions différentes, etc., etc. Donc il y a ce sentiment linguistique qui permet au linguiste de dire, tiens, on a quelque chose qui est curieux, là, qui est intéressant, que il semblerait que je n'avais pas remarqué précédemment, peut-être que d'autres ne l'ont pas remarqué non plus. Bon, ça c'est une première étape, le sentiment linguistique, le fait de sentir qu'il y a quelque chose de curieux dans une expression, dans une formulation, et puis de trouver d'autres structures du même genre. Ça, c'est la première étape du raisonnement linguistique, en quelque sorte, qui repose sur le sentiment linguistique, sur une sensibilité au discours ou aux langues. Et puis ensuite, il y a une autre étape qui est un regard théorique, cette fois-ci, un sentiment théorique, qui conduit à se demander s'il y a une régularité derrière ces observations, ce que Lakoff appelle ici une généralisation. Ça, c'est un deuxième temps de l'analyse linguistique, et là, c'est un exemple très intéressant pour observer ces deux types ces deux mouvements, si j'ose dire, de l'analyse linguistique, qui sont le sentiment linguistique et le sentiment de la langue, si on veut, le sentiment théorique.
Alors, donc cette généralisation, quelle est-elle? Dans tous les cas, l'amour est vu comme un trajet, et puis ce trajet, hein, un trajet, ça suppose quoi? Ça suppose des personnes qui se déplacent, le trajet lui-même, le trajet se fait dans un certain véhicule, et puis il va quelque part, hein. Donc là, on anticipe, mais le concept n'est pas encore là. On anticipe toute la théorie des frames, hein, des cadres conceptuels. Mais on n'en est pas encore au cadre conceptuel. Pour l'instant, on a cette idée que on a une structure qui sert à représenter une structure conceptuelle qui sert à représenter une autre structure conceptuelle. Donc là, en l'occurrence, l'idée de trajet sert à représenter une idée de relation. Bon, donc dans cette relation qui peut être donc une relation amoureuse, eh bien les personnes qui sont impliquées dans la relation sont les personnes qui voyagent. La relation elle-même est le véhicule, et puis les destinations sont les buts de vie communs, et les difficultés dans la relation sont les difficultés du voyage. Bon, on a bien donc une généralisation sur cet exemple, et la généralisation, bien sûr, va se poursuivre ensuite sur d'autres types d'exemples. La systématicité de ce parallélisme entre la structure conceptuelle relation amoureuse et puis la structure conceptuelle voyage est en fait descriptible, on peut la décrire comme un mapping. Alors ce concept de mapping est un concept essentiel dans les linguistiques cognitives, il apparaît très très fréquemment dans la théorie de la métaphore, dans la théorie de l'analogie, et dans bien d'autres cas. Mais enfin, surtout, si vous voulez, à la base, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même le concept central de l'analogie, hein, le mapping. Bon, le mapping, le terme est très difficile à traduire en français, on a du mal à trouver un équivalent. On pourrait parler tout simplement de mise en correspondance structurale. Bon, c'est assez difficile à traduire, hein. Mais l'idée, c'est, vous voyez, qu'on a une sorte de relation de bijection, de projection, hein. Les structures comportent des éléments, et lorsqu'on considère deux structures, les relations entre les éléments, les relations possibles entre les éléments de ces structures forment donc ce qu'on appelle un mapping. Bien. Donc il y a une systématicité, un mapping entre le champ conceptuel, disons, entre la structure conceptuelle du voyage et la structure conceptuelle de la relation amoureuse. Et un point intéressant qu'il relève dans les paroles de cette étudiante, c'est qu'elle dit de son boyfriend, il pense dans les termes de cette métaphore, selon cette métaphore. Il pense selon cette métaphore. Alors là, on a quelque chose effectivement de très intéressant, parce que on commence à voir très clairement là la différence de cette théorisation de la métaphore avec les théories classiques, rhétoriques, hein, de la métaphore. Alors, Lakoff revient sur l'un des exemples, Spinning Our Wheels, et donc sur cette image donc d'une voiture qui patine sur le sable, par exemple. Donc, et cette image donc montre à la fois, enfin disons, permet de comprendre à la fois l'idée que le déplacement est empêché, la voiture n'avance pas, hein, puisque les roues tournent dans le vide. Et puis par ailleurs, on dépense beaucoup d'énergie, hein, en vain, puisque donc là, on accélère, mais la voiture n'avance pas, hein, d'où l'idée de frustration, et donc
cette image produite par Spinning Our Wheels permet de décrire une situation assez précise finalement du point de vue conceptuel. Bon. Donc globalement, le raisonnement sur le voyage est projeté sur le raisonnement concernant l'amour. Et on a ensuite donc une citation intéressante dans laquelle donc est affirmée cette idée que la métaphore telle qu'elle est pensée par Lakoff et Johnson ici se situe bien au plan conceptuel. Alors, je traduis donc cette citation. La métaphore est pour la plupart des gens quelque chose qui relève de l'imagination poétique et des fleurs de rhétorique, donc quelque chose qui a trait plutôt au langage extraordinaire qu'au langage ordinaire. En outre, la métaphore est typiquement vue comme une caractéristique du langage seul, hein, du langage, une matière de mots plutôt que, enfin une affaire de mots plutôt que de pensée ou d'action. Pour cette raison, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent très bien se passer des métaphores, mais nous avons trouvé au contraire que la métaphore est très importante, omniprésente, disons, dans la vie quotidienne, pas seulement dans le langage, mais dans la pensée et dans l'action. Et la dernière phrase ici, disons, formule d'une manière très synthétique l'idée générale du livre, hein, notre système conceptuel ordinaire, en fonction duquel nous pensons et agissons, est fondamentalement de nature métaphorique. Alors, ça, c'est vraiment cette idée que la métaphore dont traite, le concept de métaphore dont traite Lakoff et Johnson concerne le système conceptuel, c'est vraiment concerne le système conceptuel et décrit le fonctionnement du système conceptuel humain, c'est vraiment l'idée fondamentale de ce livre. Il s'agit donc bien d'un concept de métaphore tout à fait différent du concept rhétorique traditionnel. Alors on peut observer les traductions dans les deux versions du livre, hein, la version originale anglaise et puis la version en français publiée quelques années après, pour L'amour est un voyage. Je le ferai aussi peut-être pour quelques autres exemples, pas systématiquement, mais pour vous montrer que bon, dans un certain nombre de situations, dans un certain nombre de cas, disons les traductions sont faciles à produire, hein, et les langues ont des solutions parallèles, mais ça n'est pas systématique, hein, et dans certains cas, il est difficile de trouver des équivalents. Bon, mais on l'a déjà vu avec certains des exemples. Alors, les premiers cas regardent à quel point nous en sommes arrivés, nous sommes à la croisée des chemins. Ces deux cas-là sont des traductions tout à fait, disons, transparentes, hein, de l'anglais. En revanche, la phrase suivante a été traduite d'une manière plus éloignée de la phrase d'origine, hein. Nous avons fait un long chemin ensemble et maintenant nous allons suivre des chemins distincts. Bon, c'est une traduction un peu lourde tout de même, mais en effet, peut-être que si on avait traduit littéralement nous n'avons qu'à suivre des chemins, chacun nos chemins, chacun notre chemin, nous n'avons plus qu'à suivre chacun notre chemin. Bon, je pense que cette traduction-là aurait été possible.
Les suivantes sont aussi assez transparentes, nous ne pouvons plus revenir en arrière, je pense que cette relation ne mène nulle part. Où en sommes-nous? Nous nous enlisons. Bon, les autres cas, les a déjà vus. Alors, vous voyez, pour On the Rocks, la traduction proposée dans la version française, c'est un mauvais cap. Hein, notre mariage passe un mauvais cap. Off the track, nous avons déraillé, et enfin cette relation va sombrer. Donc vous voyez, grosso modo, ici on a des équivalences assez faciles entre le français et l'anglais. La métaphore conceptuelle existe dans les deux langues, et là des manifestations linguistiques qui sont tout à fait comparables dans les deux langues. Une autre citation intéressante est la suivante. Les concepts qui régissent notre pensée ne sont pas seulement une matière intellectuelle, ils gouvernent également notre fonctionnement quotidien jusqu'aux plus infimes détails. Nos concepts structurent ce que nous percevons, comment nous vivons dans le monde, comment nous sommes en relation avec les autres. Notre système conceptuel joue donc un rôle central dans la définition de nos réalités quotidiennes. Et si nous avons raison de suggérer que notre système conceptuel est largement métaphorique, par conséquent, la façon dont nous pensons, dont nous expérimentons et ce que nous faisons chaque jour est vraiment une matière de métaphore. Donc, cette citation est intéressante parce que elle va au-delà finalement de la dimension purement conceptuelle. Hein. Jusqu'ici, le point sur lequel les auteurs insistent, c'est l'idée que leur analyse de la métaphore se situe sur un plan non pas linguistique, mais sur un plan conceptuel. Bon. Et là, ils tirent les conséquences de cette première étape de l'analyse. Puisque les concepts, disons, l'organisation conceptuelle du système cognitif humain, ou les processus conceptuels, conditionnent notre perception, la façon dont nous voyons le monde, dont nous agissons avec les autres, eh bien, si les métaphores jouent un rôle important dans le fonctionnement des processus conceptuels, eh bien forcément, les métaphores vont jouer un rôle dans notre vie en général, hein, qu'elles soient nos relations avec autrui, notre perception du monde, etc. etc. Alors, c'est une idée évidemment qui est tout à fait défendable, hein, et qui est simplement une conséquence de l'idée que les métaphores jouent au plan conceptuel. Mais je voudrais tout de même apporter une petite réserve, enfin qui est simplement une réserve peut-être stylistique, pour dire que finalement on trouvait un peu le même genre d'arguments très enthousiastes au sujet de la catégorisation. Hein. Rappelez-vous, dans Woman, Fire and Dangerous Things, Lakoff avait des phrases du type sans la catégorisation, nous ne pourrions pas vivre, le processus de catégorisation est essentiel. Bon, là, il travaille avec Johnson sur la métaphore, et à nouveau, oui, la métaphore est essentielle, sans elle, on ne pourrait pas vivre, etc. Donc, voilà, il y a une façon de survendre un peu le concept, je trouve, dans ces cas-là, qui me gêne un tout petit peu, mais qui n'enlève rien, disons, à la qualité de l'analyse. Il est certain que s'il y a cette dimension métaphorique qui est structurante pour la vie conceptuelle, eh bien,
cette théorie des métaphores a des conséquences importantes, indéniablement. La suite de la citation est également intéressante, mais notre système conceptuel n'est pas quelque chose dont nous sommes normalement conscients. Dans la plupart des petites choses que nous faisons chaque jour, nous agissons, nous pensons et agissons plus ou moins automatiquement selon certaines orientations. Ce que sont ces orientations, ces lines, c'est comme ça que je traduis orientation, ces directions, ces lignes, ne sont pas du tout évidentes. L'un des moyens de les comprendre, de les trouver, est de regarder le langage, puisque la communication est basée sur le même système conceptuel que nous utilisons dans la pensée et dans l'action. Le langage est une source importante de preuves pour ce qu'est ce système, donc le système conceptuel. Alors, cette citation est intéressante, mais au fond, elle nous reconduit à une des idées qui est une idée majeure qui caractérise donc les linguistiques cognitives, c'est l'idée qu'on analyse le langage pour comprendre la pensée. Que l'objectif est non pas de décrire les langues pour elles-mêmes, mais de décrire les langues pour atteindre une compréhension de la pensée humaine, donc ici du système conceptuel humain. Donc l'analyse linguistique est conçue comme un accès au niveau conceptuel. Un deuxième exemple très connu, c'est Argument is war, la discussion c'est la guerre. Alors là encore, on peut illustrer cette métaphore conceptuelle. Alors je pense qu'il est important que vous ayez à l'esprit de bien préciser toujours métaphore conceptuelle, pour bien indiquer que vous ne parlez pas des métaphores linguistiques, des métaphores au sens de la rhétorique ou de la stylistique, de la poétique. C'est pour cette raison, je pense qu'il est essentiel de parler de métaphores conceptuelles, précisément. Vous remarquerez, je ne l'ai pas signalé dans le cas précédent, que la métaphore conceptuelle est toujours, c'est une convention, toujours écrite en majuscule, comme ici, argument is war, donc c'est la métaphore conceptuelle. On l'a traduit en français par la discussion, c'est la guerre, mais vous noterez bien là aussi que, au fond, la formulation linguistique dans dans le nom de la métaphore, au fond, n'est pas très importante. On pourrait très bien avoir le débat, c'est une bataille, la discussion c'est agonistique, etc., etc. Ce qu'on retient ici, au fond, la formulation linguistique ici n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est le plan conceptuel. Donc, il y a mais là, bien sûr, il y a évidemment une hypothèse assez forte qui est sous-jacente à cette façon de présenter les choses, c'est qu'il y aurait quelque chose sur un plan conceptuel commun, que j'utilise le mot guerre, bataille, rivalité même, je ne sais pas, enfin bref, ce qui pourrait être contesté par certains linguistes, mais là, en l'occurrence, c'est bien le cas. On pourrait très bien avoir le débat, c'est la guerre, au lieu de la discussion. Le mot discussion lui-même ne compte pas beaucoup, c'est le concept qui compte. Bien, donc on a là aussi une série d'exemples qui montrent en effet que la discussion est vue comme une guerre. Alors, je vous ai indiqué ici les deux versions, encore une fois, la version anglaise et la traduction française. Bon, je vais faire le commentaire à partir de la version française.
et vous pourrez constater que principalement, enfin pour l'essentiel, les phrases en français sont vraiment parallèles à celles en anglais. Alors, vos affirmations sont indéfendables. Donc, on voit avec indéfendable cette idée de défense, donc on se défend contre une attaque. Hein. Il a attaqué chaque point faible de mon argumentation. Là, on a carrément le verbe attaquer qui évoque donc la guerre. Ces critiques visaient droit au but. Hein, en anglais, on a target, donc la cible, qui évoque plus facilement quelque chose sur lequel on tire avec, je ne sais pas, un arc, une arme à feu, bon. Mais il y a l'idée de viser qui en français traduit un peu cette idée-là. Viser, donc qui évoque une arme, hein, qu'on utilise viser dans ces critiques, viser droit au but, ou qu'on utilise target dans right on target, on a dans les deux cas l'idée d'une cible, donc d'une arme. J'ai démoli son argumentation, là on a l'idée de destruction, je n'ai jamais gagné sur un point avec lui, donc vous voyez que là on a gagné, ça pourrait être une bataille, une guerre, hein, peu importe, mais il y a quand même l'idée à nouveau d'une rivalité. Tu n'es pas d'accord, alors défends-toi. Là la version française est quand même assez éloignée de la version anglaise, hein, alors défends-toi, la version anglaise, ok, shoot, bon. Mais à nouveau, on a cette idée d'un combat entre deux personnes. Ensuite, les idées de stratégie, faire mouche, stratégie, qui évoque à nouveau une bataille, une guerre, et qui ont fait mouche, qui évoque, là encore une fois, une arme, quelque chose qui atteint une cible. Le commentaire de ces exemples est intéressant, encore une fois. Il est important de voir que nous ne faisons pas que parler d'arguments en termes de guerre. Nous pouvons en effet réellement gagner ou perdre des discussions. Nous voyons la personne avec laquelle nous discutons comme un opposant. Nous attaquons ses positions et nous défendons les nôtres. Nous gagnons ou nous perdons du terrain, nous planifions et utilisons des stratégies. Si nous trouvons qu'une position est devenue indéfendable, nous pouvons l'abandonner et prendre une nouvelle ligne d'attaque. Beaucoup des choses que nous faisons en argumentant sont partiellement structurées par le concept de guerre, bien qu'il ne s'agisse pas d'une bataille physique, c'est une bataille verbale, et la structure d'un argument, donc attaque, défense, contre-attaque, etc., reflète cela. C'est dans ce sens que la métaphore, la discussion c'est la guerre, est une métaphore que nous vivons dans cette culture. Elle structure les actions que nous faisons en discutant. Bon, alors cette citation est tout à fait intéressante parce qu'elle permet de bien comprendre le titre du livre, Metaphors We Live By. Nous vivons avec ces métaphores, c'est-à-dire que lorsque je parle de discussion comme d'une guerre, je ne fais pas qu'une opération conceptuelle. Bien sûr, je fais cette opération conceptuelle d'un mapping entre la notion de guerre et la notion d'argument. Un mapping qui est justifié par le fait que lorsque j'argumente, j'argumente dans une certaine direction, contre éventuellement des personnes qui ne sont pas d'accord avec mes arguments, etc. etc. Bon, donc on comprend très facilement comment peut être justifié ce mapping. Mais il ne s'agit pas seulement d'une affaire
conceptuelle, purement mentale. Hein. Cette façon de conceptualiser la guerre a pour conséquence de nous faire vivre une discussion de cette façon-là. Hein. Et c'est probablement pour cette raison que nous pouvons être fâchés de ne pas avoir été compris dans une argumentation ou d'avoir été, disons, d'avoir été contredit efficacement par quelqu'un dans une réunion publique et d'avoir perdu au fond la discussion, bien perdu dans la discussion. Donc c'est important de noter que non seulement on n'est pas dans la métaphore au plan seulement linguistique, mais on est dans la métaphore au plan conceptuel, mais également, et c'est ce que disait également une diapositive précédente, nous sommes au plan de la vie et de l'action, de l'expérimentation. Je vous rappelle la distinction entre le point de vue objectiviste et le point de vue expérientiel chez Lakoff, qui est un point très important de sa perspective, enfin chez Lakoff et Johnson. Cette façon de conceptualiser nous fait vivre les choses de telle ou telle manière. Là, en l'occurrence, la discussion. Alors, à titre totalement imaginaire, Lakoff dit « Imaginons une culture dans laquelle une discussion est vue comme une danse ». Bon, on peut imaginer cela, que l'échange d'arguments soit vu comme quelque chose d'harmonieux, où les uns lancent un argument sur lequel les autres rebondissent, et bon, voilà, comme une danse. Bon, alors, il est probable que si une culture avait une conceptualisation de la discussion comme une danse, nous ne puissions pas percevoir cette action véritablement comme une discussion. On verrait qu'ils utilisent la langue pour faire autre chose. On le verrait comme une sorte de jeu verbal, mais pas comme une véritable discussion. D'où l'idée que l'essence de la métaphore, c'est comprendre et expérimenter, c'est vraiment les deux, comprendre et expérimenter quelque chose dans les termes d'autre chose. Bon, là, c'est à la page 5 du livre, c'est au tout début du livre que cette idée est donnée. On reverra cette idée de comprendre quelque chose dans les termes d'autre chose à partir de l'analogie. Au fond, on le verra plus tard, mais cette aptitude métaphorique, cette structuration métaphorique des concepts n'est qu'une manifestation particulière de l'analogie. Donc, autre citation, la discussion, argument, est partiellement structurée, comprise, réalisée, et on en parle à partir donc de termes, de mots relevant de la guerre. Le concept est structuré métaphoriquement, l'activité est structurée métaphoriquement, et par conséquent, le langage est structuré métaphoriquement. Donc vous voyez que on va là ici, la chose est présentée dans l'autre sens, mais dans l'observation, on va du langage au concept à l'activité. Donc on peut ajouter que cette structuration est tout à fait ordinaire. On parle là d'expressions qui sont des expressions de discours tout à fait quotidiens, ordinaires. On n'est pas du tout dans le discours poétique rhétorique. Donc on est dans un sens du mot métaphore, enfin dans une terminologie complètement différente, dans un terme complètement différent. Et puis par ailleurs, très souvent, on n'est pas du tout conscient de cette structuration conceptuelle. On peut ajouter la remarque suivante, qui est à nouveau entre guillemets, donc je
traduis cette citation. Le point le plus important que nous avons fait jusqu'ici est que la métaphore n'est pas seulement une matière de langage, c'est-à-dire de mots. Nous pensons qu'au contraire, les processus de la pensée humaine sont largement métaphoriques. Donc encore une fois, cette idée avec la métaphore, il est question de pensée, de processus cognitifs et pas seulement de langage. C'est ce que nous voulons signifier lorsque nous disons que le système conceptuel humain est structuré métaphoriquement, est structuré et défini métaphoriquement. Les métaphores comme expression linguistique sont possibles précisément parce qu'il y a des métaphores dans le système conceptuel des gens. Par conséquent, partout où on parlera dans ce livre de métaphores comme l'argument, la discussion c'est la guerre, il faudra comprendre que métaphore signifie concept métaphorique. Bon. Donc on a ici une récapitulation de l'idée qui est développée, qui a été développée précédemment. Donc finalement, les métaphores au sens linguistique, hein, c'est-à-dire ce qu'on observe dans les discours comme métaphores, ce sont des traces de métaphores conceptuelles. Et vous voyez la dernière phrase de cette citation, hein, il est bien clair que lorsqu'on parle de métaphore, on parle de métaphores de concepts métaphoriques. C'est pour cette raison que je précisais tout à l'heure que si vous parlez de métaphores au sens de Lakoff, Johnson, au sens des métaphores dans les linguistiques cognitives, il est essentiel de bien préciser que vous parlez de métaphores conceptuelles et pas de métaphores tout court. Hein. La métaphore tout court, c'est la métaphore linguistique. Et si on veut traiter de la métaphore conceptuelle, eh bien, il faut clairement dire qu'on parle de métaphore conceptuelle. Un dernier exemple, très connu, time is money. Bon, je ne développe pas, on a cette métaphore conceptuelle dans de nombreuses langues. Hein, donc on retrouve à nouveau toutes sortes d'expressions qui manifestent l'idée que le temps est vu comme de l'argent. Alors Lakoff donne une justification de cette métaphore. Le temps dans notre culture est quelque chose qui a de la valeur. C'est une ressource limitée que nous utilisons pour atteindre nos objectifs en raison de la façon dont le concept de travail s'est développé dans la culture occidentale moderne, où le travail est généralement associé au temps qu'il prend et où le temps est précisément quantifié, eh bien, il est devenu habituel, normal de payer les gens à l'heure, à la semaine ou à l'année. Donc on peut dire que, en effet, dans notre culture, le temps et de l'argent est vrai à bien des égards. Bon, les unités de messages téléphoniques, ça, la chose est un peu datée aujourd'hui, puisque la plupart du temps, on a des forfaits illimités, mais bon, à cette époque-là, dans les années 80, plus on parlait longtemps, plus on payait cher. Les salaires horaires, les tarifs des chambres d'hôtel, eh bien oui, si je travaille longtemps, j'ai un salaire plus élevé. Si je reste plus longtemps à l'hôtel, je paie plus cher. Les budgets annuels, l'intérêt sur les emprunts, le paiement de la dette envers la société, etc. Bon. Ces pratiques sont relativement nouvelles dans l'histoire humaine et n'existent pas forcément dans toutes les cultures. Elles sont apparues dans les sociétés industrialisées modernes et structurent nos activités quotidiennes élémentaires, hein, de manière très profonde.
correspondant au fait que nous agissons comme si le temps était une marchandise précieuse, une ressource limitée, voire de l'argent, nous concevons le temps de cette façon. Puisque donc nous agissons comme si le temps était une marchandise précieuse, donc une ressource limitée, donc éventuellement de l'argent. C'est cela qui nous conduit à concevoir le temps de cette façon. Donc nous comprenons et vivons le temps comme le genre de choses qui peut être dépensé, gaspillé, budgétisé, investi à bon ou à mauvais escient, économisé ou gaspillé. Bien. Donc, toutes ces métaphores conceptuelles, time is money, time is a limited resource, time is a valuable commodity, etc., ce sont des métaphores conceptuelles. Donc le temps, c'est de l'argent, fait partie finalement comme métaphore d'un système conceptuel métaphorique plus vaste. Les points sur lesquels j'attire votre attention dans cette citation sont les suivants. D'une part, vous remarquerez bien que on a affaire à des analyses qui sont valables dans une culture donnée. Time is money, on le trouvera pas forcément dans d'autres cultures. On le trouve bien sûr dans d'autres cultures, mais pas forcément évidemment dans toutes les cultures du monde. C'est une certaine façon de voir le temps, et par conséquent, cela signifie que le système conceptuel, enfin disons le type de structuration des concepts dont il est question dans ce genre d'analyse n'est pas universel, n'est pas nécessairement universel au sens où ce serait le même type de structuration conceptuelle dans toutes les cultures. Ici, on voit bien que Lakoff et Johnson, sans le discuter d'ailleurs, trouvent ça tout à fait naturel de dire que cela est valable dans telle culture et pas dans telle autre. Bien. Bon, et par ailleurs, je noterai que, et ça on le retrouvera plus tard, que il y a très souvent des justifications, des motivations des métaphores conceptuelles. Elles sont motivées par des coutumes, par des caractéristiques culturelles diverses, et la question de la motivation des métaphores conceptuelles est toujours intéressante, et on verra que on peut les rechercher assez systématiquement. Donc, on a vu trois exemples de métaphores conceptuelles. L'amour est un voyage, la discussion c'est la guerre, le temps c'est de l'argent. Alors, ce sont des métaphores conceptuelles tout de même assez courantes, mais comme je le disais précédemment, les métaphores conceptuelles peuvent varier selon les cultures. Alors je vous donne un exemple de métaphore conceptuelle de l'eau en chinois que j'ai trouvé à partir d'un mémoire de master réalisé par un étudiant chinois, donc qui décrit dans son master, comme vous pouvez le voir ici, une série de métaphores conceptuelles dans lesquelles intervient l'eau, le mouvement c'est de l'eau, le temps c'est de l'eau, l'argent c'est de l'eau, etc. Bien. Alors, bien sûr, il faudrait, c'est un mémoire de master, donc il faudrait voir exactement quel est le contenu, mais c'est une suggestion. Là, il faudrait bien sûr que les étudiants et les étudiantes
chinois et chinois qui sont là dans ce cours nous donnent leur avis sur cette question. Mais disons que, en supposant que au moins certaines de ces métaphores conceptuelles aient des contreparties linguistiques en chinois, il est clair que c'est un type de métaphore qu'on trouve beaucoup plus difficilement, par exemple, dans les cultures européennes. Bien. Alors, c'est un point sur lequel il est important d'insister. Certaines métaphores conceptuelles, on va le voir lors des prochains cours, tendent vers l'universalité, mais d'autres peuvent très bien être spécifiques à telle ou telle culture et ne pas exister dans une autre culture. Voilà, ce premier cours sur les métaphores conceptuelles visait à vous aider à comprendre la notion générale de métaphore conceptuelle, en ayant bien à l'esprit qu'il y a une différence entre métaphore conceptuelle et métaphore linguistique. Les métaphores linguistiques ne sont que les traces de métaphores conceptuelles qui, elles, correspondent à des structurations au niveau des concepts qui modifient notre perception, notre expérience du monde, et qui donc peuvent être soit variables selon les cultures, soit plus ou moins universelles selon les cas, et nous verrons comment on peut analyser les métaphores conceptuelles plus en détail lors du prochain cours. Merci de votre attention.